Truman, les Américains avaient très rapidement mis les choses au point. Les États-Unis contreraient, partout dans le monde, toute tentative nouvelle de l'URSS de renforcer ses zones d'influence. Les bruits des bottes soviétiques ne s'atténuèrent pas pour autant, et les Américains, une nouvelle fois, réagirent en brandissant la menace de leur arsenal nucléaire et en étendant ce terrible bouclier jusqu'aux limites de l'Europe occidentale. Dès la fin des années 40, cette partie de bras de fer instaura un équilibre fragile entre les deux grandes puissances, avec un avantage de l'arme atomique chez l'un, des forces conventionnelles chez l'autre. La menace soviétique se fonda donc essentiellement sur l'hypothèse d'une attaque en masse d'hommes et de blindés, une menace d'ailleurs prise très au sérieux par les états-majors occidentaux. Le dispositif militaire de l'URSS s'appuyait notamment sur ses unités parachutistes, baptisées VDV, utilisées en soutien de l'autre atout-majeur de l'armée rouge, ses forces blindées. Les soviétiques se firent une spécialité des opérations aéroportées de grande envergure, parachutage massif d'hommes et d'équipements expérimentés dans les conditions de combat les plus rudes, celles de l'hiver russe. Au fil des années 50, ces exercices prirent des allures de plus en plus réalistes. Les soviétiques en étaient arrivés à considérer comme inévitable un affrontement avec les armées occidentales. Les manœuvres s'effectuaient à grande échelle dans des opérations combinées regroupant des dizaines de milliers d'hommes. Des appareils gros porteurs larguaient par ailleurs jusqu'à et y compris des chars de combat, arrimés sur des plateformes équipées de rétrofusées. Les soviétiques se préparaient à l'évidence à une offensive à l'intérieur même des territoires alliés. L'un de leurs rapports décisifs à l'évolution de l'arme aéroportée fut la mise au point du véhicule de combat BMD. Ce char léger fut spécialement conçu pour être parachuté et immédiatement engagé dans la bataille. Les BMD assuraient aux forces d'assaut soviétiques une extrême mobilité. Toutes leurs issues pouvaient être scellées hermétiquement pour leur permettre d'évoluer sur un champ de bataille contaminé par des retombées nucléaires ou chimiques. Son apparition en 1970 marqua le passage d'une force conventionnelle tributaire de la seule infanterie légère à une véritable force d'assaut mécanisée, dotée d'une grande puissance de feu. Une suspension pneumatique permettait en outre d'adapter la hauteur du véhicule aux exigences de son transport aérien. L'URSS se dota à la fin des années 50 d'avions spécialement conçus pour les offensives aéroportées, tels l'Antonov AN-12, capable de transporter plus de 100 parachutistes ou 2 blindés BMD à une distance de quelques 1400 km. Plus récent, l'Ilyushin 76, dont le rayon d'action et la capacité de transport sont 3 fois plus importants. Quant au plus volumineux, l'Antonov 22, il peut transporter 175 hommes ou 4 blindés légers sur plus de 4000 km. Il a joué un rôle essentiel dans l'acheminement massif des Soviétiques en Afghanistan. La stratégie globale des Soviétiques intégrait l'utilisation des forces aéroportées à un dispositif infiniment plus vaste, expérimenté dans de vastes manœuvres combinées, intégrant notamment les troupes blindées, la flotte et l'infanterie de marine. Toutes les hypothèses aboutissaient à un même objectif, un assaut général contre l'Europe occidentale.
Scénario de base, un barrage d'artillerie, suivi d'un engagement massif de parachutistes, avec dans la foulée un déferlement de blindés soutenu par un bombardement naval et un appui aérien. Les Soviétiques n'ont pourtant jamais misé sur leur seule supériorité numérique, ni sur la qualité de leur équipement. Leur stratégie n'a cessé de s'imprégner de l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, celle du rôle décisif joué par les partisans. C'est dans cet esprit qu'ont été créées dans les années 50 les unités Spetsnaz. Si un conflit armé avait opposé l'Est à l'Ouest, la masse des divisions conventionnelles soviétiques se serait évidemment heurtée à la résistance acharnée des unités occidentales de même nature, supérieurement entraînées et équipées, pouvant utiliser l'arme nucléaire en cas de défaite. D'où l'importance des Spetsnaz, troupes aéroportées de choc, élite de la puissance militaire soviétique. On estime qu'à son apogée, l'URSS était capable d'aligner plus de 20 000 combattants Spetsnaz, répartis en 16 brigades de 1000 à 1300 hommes. Chaque brigade étant divisée en une bonne centaine d'unités spécialisées de 10 à 12 hommes, à l'image du dispositif appliqué par les Américains et les Britanniques dans leurs propres forces spéciales. Désignés comme force de diversion, les Spetsnaz auraient joué un rôle essentiel. Largués derrière les lignes alliées, ils auraient eu pour mission principale l'attaque par surprise des états-majors et des centres de communication, une désorganisation des lignes arrières de l'ennemi et même l'assassinat des plus importants chefs politiques et militaires. Parmi leurs autres objectifs prioritaires, la destruction des bases de missiles britanniques, françaises, ouest-allemandes et américaines, qui représentaient la principale menace face à une offensive générale. Il est démontré que ces opérations étaient à la base de l'entraînement particulièrement réaliste des Spetsnaz. Les Soviétiques avaient même construit dans ce but la réplique d'une base nucléaire type de l'OTAN, avec copie conforme de toutes les armes nucléaires stockées par les Alliés en Europe occidentale. Des unités navales Spetsnaz s'entraînaient par ailleurs aux techniques d'assaut amphibie et à l'infiltration des zones côtières au départ de sous-marins de poche. Leur cible potentielle était les positions de l'OTAN en Norvège et le long des côtes britanniques. Les Spetsnaz étaient censés opérer en étroite collaboration avec la marine, à l'image des tactiques déployées dans le même temps par l'US Navy et par la Royal Navy britannique.
Parallèlement, la marine soviétique développait des unités de hovercraft capables de transporter rapidement des troupes à travers des zones marécageuses. Enfin, l'armée soviétique renforçait son arsenal d'hélicoptères de combat fortement armés. Elle eut l'occasion d'en tester l'efficacité en Afghanistan, où ils fournirent aux troupes au sol l'assistance de leur appui-feu. L'entraînement des Spetsnaz était considéré comme l'un des plus poussés au monde, y compris par les experts occidentaux les plus critiques. Des hommes extrêmement motivés, qui bénéficiaient au sein de l'armée soviétique d'un statut particulier, pris de leur esprit d'initiative et des sacrifices consentis à l'entraînement. Un entraînement rigoureux organisé par brigade, sous le commandement d'officiers d'élite. Des recrues sélectionnées parmi les meilleurs éléments de l'armée régulière et astreintes à 3 mois supplémentaires d'exercice intensif. Des hommes parfaitement conditionnés à leur mission, au point que beaucoup d'entre eux bénéficiaient d'une formation très personnelle à la destruction de leurs éventuels objectifs. On les envoyait sous couverture touristique en Europe de l'Ouest pour y observer, à loisir, leurs futures cibles.